Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection, déficit, tension budgétaire, quel enjeu? Alors, notre invité, un professeur d'économie à l'Université de Thiès, qui a déjà publié 3 ouvrages. Le premier, Économie sénégalaise, enjeux et problématiques. Ensuite, Sonatel et le pacte libéral du Sénégal. Le troisième ouvrage, intitulé Économie du Sénégal, revue analytique transversale. Et le dernier, en gestation, il s'agit de quelle alternative socio-économique au Sénégal qui doit paraître dans quelques jours. Mourine Ndiaye, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, je remercie tout le staff de Sud FM et je vous félicite de cet accueil, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais commencer par dire Bismillahirrahmanirrahim d'ailleurs, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Donc je me soumets à vos questions et j'espère que nous allons passer un bon talibé. Voilà, un bon talibé, un bon Nongodara. Nongodara. Voilà. On est sorti du Maouloud, quel enseignement en tirer? Voilà, donc je dis généralement qu'au Sénégal, nous ne tirons pas parti économiquement de ces grandes manifestations. Économiquement, dites-vous? Économiquement, on ne tire pas. Oui. Parce que déjà, regardez bien, combien de personnes quittent l'étranger pour venir au Sénégal et participer au Magal de Touba ou bien au Gamou, au Maouloud? Il y en a des milliers, des centaines de milliers de Sénégalais. Leur billet d'avion, ils l'achètent auprès de quelle compagnie? Est-ce qu'il y a une compagnie sénégalaise qui fait des tarifs préférentiels, qui les achète vers le Sénégal et qui encaisse toute cette manne financière? Il n'y en a pas. Donc vous voyez que déjà en regardant le mouvement des voyages, on voit que le Sénégal passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Mais on a déjà une compagnie. On a une compagnie, mais voilà, on rappelle les mêmes erreurs qui nous coûtent les mêmes turpitudes qui coûtent qui ont les mêmes coûts, les mêmes résultats. Nous espérons que Air Sénégal SA va faire mieux et que dans quelques années, c'est une compagnie qui va porter le tourisme sénégalais et qui va également tout simplement tirer profit de l'ensemble de ces manifestations. Il y a également un autre problème, c'est que généralement, ça peut faire l'objet de beaucoup d'emplois saisonniers. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez des Sénégalais dont les activités tournent exclusivement vers l'organisation du Magal ou du Gamou? En France, par exemple, pour les gens qui font le spectacle pendant Noël, il y en a qui travaillent que le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, ils ramassent beaucoup d'argent. Quand vous les voyez au mois de mars, vous pensez que c'est des chômeurs saisonniers, c'est pas du chômage. Il faut donc créer toute cette industrie-là. Et quand on regarde également une autre anomalie de ces fêtes-là, c'est qu'au Sénégal, 41% de ce que nous consommons est importé. C'est-à-dire que chaque Sénégalais sort 100 000 francs pour aller au Magal, on est sûr que les 41 000 francs vont atterrir à l'étranger. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'extraversion de notre économie qu'il faut corriger. Mais déjà, il y a quand même un constat à faire sur le plan du poulet. Le Sénégal vraiment n'importe pas le poulet quand même avec une société qui est là et voilà. Voilà, je pense que ces gens-là, il faut les soutenir. Moi, je me dis que aujourd'hui, si le club des investisseurs sénégalais a vu le jour, c'est parce qu'il y a une réaction. Les gens en ont marre de cette extraversion qui fait que le taux de croissance n'est pas inclusif. Si vous prenez les 30% d'intérêts étrangers de l'économie sénégalaise, on se rend compte que la plupart des profits et des valeurs ajoutées créées entrent dans la poche des multinationales et que à la longue, les Sénégalais ne voient pas tout simplement les résultats de cette croissance-là. Ce qui fait que donc à chaque fois on dit croissance, mais les Sénégalais se disent qu'ils n'ont pas... Et du point de vue du discours, du contenu du discours lors du Maouloud? Bon, je pense que le message est déjà passé. Je salue donc notre père, Serigne Pape Malick Sy. Moi je suis de la Hadra de Sidi Hadji Malick, et avec plaisir. Donc nous saluons le discours du Khalif, Serigne Mbaye Sy Mansour, que nous saluons au passage. Je prie pour que Dieu quand même les agrée davantage. Le message est bien passé et vous savez que le Sénégal a été quand même secoué ces derniers moments par des tueries, des gens qui ont été massacrés, des gens qui sont immolés par le feu. Il y a eu beaucoup de tensions. Il y a donc au niveau de l'État, l'opposition, l'État, il y a des querelles, il y a vraiment une vive tension qui est visible. C'est le défi de la paix. Voilà, le défi de la paix, et les marabouts ont joué le jeu quand même d'appeler à l'apaisement pour que le Sénégal... Parce que la stabilité, c'est le fondement de tout développement. Je demande au Sénégal de voir pourquoi Cheikh Omar al-Foutiyou a appelé son livre Ar-Rimah, le sabre, pour dire simplement que la stabilité et la paix, c'est sur cela qu'il faut bâtir le développement. Ce n'est pas dans les tiraillements, dans l'instabilité, dans les querelles qu'on va régler les problèmes du Sénégal. Je pense qu'on a besoin d'apaisement et dans ce siège-là, essayer de tisser tout simplement. Et quelle est la place et le rôle du religieux dans un contexte justement politique en perspective de la prochaine présidentielle? Je pense que Serigne Mohamed El Moustapha Sy a fait une bonne théorie.
des rapports entre Moustachidine et Moustachidate. Je pense qu'il a fait un bon résumé de la question. C'est-à-dire qu'il y a 3 démembrements. Il y a le Moulkia, c'est-à-dire les gens qui s'occupent du pouvoir mondain, du pouvoir temporel. Il y a Al-Milkia, c'est les gens qui s'occupent de l'argent, le réseau des commerçants, les détenteurs de capitaux, ainsi de suite. Il y a le Malakoutia, c'est-à-dire les religieux. C'est 3. Vous savez que même dans la mythologie musulmane, dans la mystique, le chiffre 3 quand même est significatif. À chaque fois qu'il y a 3 éléments, c'est complet. Vous avez H2O. H plus 2 oxygènes, ça fait hydrogène. Vous avez l'air, l'eau et le sable. Donc, voyez, chaque fois qu'il y a 3 éléments, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le prophète Mohammed est toujours attaché au chiffre 3. Il est né en 12, il est décédé en 12, il a eu 39 ans avant d'être prophète, c'est 12. Vous voyez, donc c'est le chiffre 3 qui nous suit à chaque fois. Ce qui fait que donc, ces 3 éléments-là, le Mulkiya et le Malakoutia doivent aller ensemble. Il ne faut pas exclure les religieux qui jouent d'ailleurs le rôle le plus fondamental, c'est-à-dire le rôle de rapport avec le transcendantal. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai entendu un jour si Al-Maktoum dire que Allah est tellement orgueilleux, avec son orgueil, c'est son droit, vraiment c'est notre Seigneur, que si vous ne le calculez pas dans quelque chose, il ne participe pas et rien ne marchera. Je pense qu'aujourd'hui c'est le moment quand même d'intégrer cette dimension-là. C'est pas pour rien que, je l'ai souvent dit, on a parlé de crise de subprimes depuis 2007. Regardez les 2 pays qui n'ont pas souffert de cette crise-là financière. C'était la Turquie qui est dirigée par un émolu, un produit des madrasas, des écoles coraniques, Erdogan, et l'Allemagne qui intègre le clergé dans les décisions de politique économique. Vous voyez que ce sont les 2 pays qui intègrent vraiment la religion dans la politique économique qui n'ont pas beaucoup souffert donc, de cette crise-là qu'on a vécue depuis 2007. Donc ce qui fait que aujourd'hui, c'est le moment au Sénégal de tenir compte de leurs propositions, de les intégrer davantage, et j'espère que le PUR jouera son rôle. Ah oui. Voilà, jouera son rôle pour quand même. En tout cas, le PUR participera à la prochaine présidentielle. Ça a été annoncé. Exactement, je pense que le PUR viendra avec un programme qui permettra quand même d'apporter les correctifs Pourquoi le PUR et pourquoi le PUR selon vous? Parce que moi j'ai observé, c'est pas une question d'appartenance. J'ai observé la manière de fonctionner parce que moi je suis un produit de Moustachidine et Moustachidate. Je suis dans toujours, même si comme on dit, le passeport n'est pas toujours là, mais je considère que quand même en observant la manière dont ils font la politique, en observant leur comportement, en observant comment Moustapha Sy a éduqué ces gens-là depuis longtemps, et en sachant vraiment ce qu'ils sont capables de faire, en sachant également leur stabilité, leur stabilité interne, c'est-à-dire dans leur intérieur. Je sais que c'est des gens stables, c'est des gens qui sont bien éduqués, qui sont bien préparés, qui sont vraiment armés de patience, de douceur, qui ne vont jamais vraiment s'engager dans quelque chose qui va mener le pays à l'abîme. Et je sais que donc ces gens-là pourront apporter quand même une pierre à l'édification d'un Sénégal meilleur, et j'en suis convaincu. Oui, le lien entre le temporel et le spirituel, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Mounir Ndiaye. Il est économiste, enseignant-chercheur à l'université de Thiès. Mounir Ndiaye, vous nous revenez de Bamako, vous y avez participé à une formation des formateurs intitulée Budget Mode Programme. L'UEMOA, pour rappel, a sorti la directive depuis 2009. Le Sénégal a publié les principaux décrets qui appliquent ces directives. Alors, question, qu'en est-il dans la réalité au Sénégal? Je pense que je remercie d'abord le gouvernement malien et les gens de l'USAID qui nous ont impliqués pour être les animateurs de cette formation, donc en faveur des fonctionnaires maliens. Donc je pense que cette formation-là a regroupé toutes les sensibilités administratives, c'est-à-dire que ce soit les collectivités locales, les directeurs d'ARD par exemple, l'Agence régionale de développement, et certains fonctionnaires à Ségou. Pendant 5 jours, nous avons partagé, nous avons conduit une Pour quelle finalité? C'était tout simplement pour permettre aux gens de comprendre cette réforme, une réforme qui n'est pas nouvelle. Je pense que le besoin, l'objectif de prendre en compte la dimension performance dans les dépenses publiques est très, très ancienne. Ça a commencé dans les années 50 aux États-Unis. Quand aux États-Unis on a demandé à des experts de réfléchir sur comment
tout simplement améliorer la performance des administrations publiques américaines à l'époque, qui ont donné ce qu'on appelle les budgets de productivité. Et par la suite, il y a eu aux États-Unis également, et dans les pays d'Amérique du Nord comme le Canada, ce qu'on appelle le PPBS, c'est-à-dire le Planning, Programming, Budgeting System. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, au lieu de s'intéresser sur j'ai des moyens, je vais les dépenser comme ce qui va venir à dépenser, je vais dépenser ça sans cible, sans rien, j'ai des moyens, je les dépense. Cette logique-là a été remplacée par une logique du résultat. Maintenant, on s'intéresse aux extrants et pas seulement aux intrants. D'abord, maintenant, on va dire maintenant, voilà, on va essayer de voir quels sont les objectifs à atteindre avant de venir maintenant dire comment on va planifier les dépenses. C'est ça la réforme budget-programme qui a été instituée en 2009 par 6 directives de l'UEMOA. Il y a une 7e directive qui est venue par la suite concernant donc les régimes financiers. Mais ces directives-là ont été déclinées dans tous les pays de l'UEMOA tout en sachant que c'est une réforme internationale. Parce qu'aujourd'hui, pour être dans le Conseil des Nations sur le plan économique, pour qu'il y ait une lisibilité, une compréhension des dynamiques budgétaires et des comparaisons sur le plan international, le FMI, la Banque mondiale, demandent aux États de s'ajuster par rapport aux pratiques. Donc, ces directives-là ont été donc adoptées par l'UEMOA. Moi, au Mali, je sais que dès 2014, ils avaient adopté donc toutes les directives. Ils avaient donc décliné ça en décrets qui ont été signés, promulgués, et qui aujourd'hui constituent les documents de base, les législations de base pour faire le budget de l'État. La réforme, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au lieu de faire des budgets annuels, le budget reste annuel, mais au lieu de planifier sur une année, on fait ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle. 3 ans et le nombre d'années requis. Au lieu de donc planifier le budget uniquement avec une loi de finances annuelle, une loi de finances qui s'occupe du budget annuel, il faut accompagner ça de 2 documents, fondamentalement, ce qu'on appelle le document de programmation budgétaire économique pluriannuel, qui fait un cadrage macroéconomique qui dit dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'on va avoir comme recette, qu'est-ce qu'on va avoir comme service de la dette, qu'est-ce qu'on va avoir comme charge, qu'est-ce qu'on va avoir comme dépenses d'investissement, ainsi de suite. On programme ça sur 3 ans en faisant un cadrage macroéconomique maintenant qui justifie ce cadrage-là. C'est vrai qu'il peut y avoir des changements d'une année à l'autre. Il y aura également au niveau de chaque ministère ce qu'on appelle les documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Ces documents-là sont accompagnés de ce qu'on appelle des projets annuels de performance, avec des indicateurs de ce qui vont être suivis chaque année. Donc par glissement annuel, on refait chaque année ce cadrage-là, ces documents-là, on les refait en ajustant par rapport à ce qui a été nouveau. Parce que ici, le budget n'est rien d'autre qu'une prévision. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? La maîtrise de ces prévisions, de ce budget? Exactement, il y a d'abord la maîtrise, c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait une exactitude budgétaire. Je rappelle qu'au Sénégal, par exemple, chaque année, il y a un gap de 300 à 400 milliards sur le budget. On annonce par exemple en 2013 qu'il y aura 2500 milliards de dépenses. On a vu qu'en 2013, ce qui a été dépensé, c'est 2200 milliards. Finalement, on a recours à des lois rectificatives. Voilà, qui n'en finissent pas. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, le cadrage macroéconomique doit être d'une exactitude qui permet d'avoir une exactitude sur les prévisions budgétaires. Mais deuxièmement, il faut mettre en avant la logique de la performance dans les dépenses publiques. Au lieu d'aller dire à Diamniadio, je vais faire ceci, je vais faire une cité de l'émergence, je vais faire une autoroute, il faut d'abord auditionner ceux à qui sont destinés ces investissements-là pour voir ce dont ils ont réellement besoin. C'est-à-dire s'intéresser sur les extrants et non seulement sur les intrants. C'est ce qu'on appelle le budget programme qui est axé sur la performance avec des indicateurs. Chaque année, on fixe des indicateurs. Nombre de classes qui ont été construites, nombre d'enseignants qui ont été formés, ainsi de suite. Et de les suivre d'année en année. Et par glissement maintenant, le budget reste annuel, mais ces documents-là sont refaits chaque année, accompagnés. Donc ce sont des documents qui accompagnent le budget de l'État et qui peuvent tout simplement permettre donc de tout simplement prendre en charge cette dimension de la performance et cette mise en avant de l'objectif dans les dépenses publiques. Et dans le prolongement, on en arrive justement au Sénégal avec le débat actuel. On parle de tension, on parle de déficit. Oui, si vous devez nous parler justement de la situation au Sénégal avec un taux de croissance rapporté au PIB 7,2, est-ce un indicateur traduisant la bonne santé de l'économie sénégalaise? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps au Sénégal. Je pense que ce qui a été plus simple a été délaissé au profit d'acrobaties statistiques, de maquillage, de cosmétiques pour séduire des classeurs doing business, des classements PNUD, des classements Mo Ibrahim. On a toujours essayé de séduire ces gens-là, alors que ces gens-là
ce sont juste des institutions qui peuvent être contribuées par d'autres institutions. Nous, à Thiès, nous avons un laboratoire qui s'appelle le CREFAT. Nous pouvons bien créer notre indicateur demain matin et dire que le Sénégal est premier ou le Togo est premier. Donc ça, il ne faut pas se focaliser sur cela. Ça n'a jamais changé un pays. De toute façon, le doing business, si vous n'êtes pas dans les 40 premiers, ça ne sert à rien. Nous sommes toujours 160e ou 150e. Même si on quitte 170e, on revient sur 100e place, sur la 100e place. Ça ne signifie absolument rien du tout. Il faut se focaliser sur l'essentiel. C'est pourquoi je dis, nous avons perdu beaucoup de temps à faire du cosmétique en misant le taux de croissance et de temps, ainsi de suite. C'est pas ça. Le Sénégal a été rattrapé par la réalité. Voilà, la réalité surgit toujours. Et revenant pour revenir sur les tensions budgétaires, il faut que ceux qui nous gouvernent sachent que les tensions budgétaires sont le propre des finances publiques. Même un famille qui attend un salaire le premier, pour avoir une tension. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, tout en sachant que le premier, il pourra tout régler. Vous savez qu'en matière de finances publiques, l'exécution des dépenses est plus rapide que l'exécution des recettes. Nous pouvons comprendre. Même vous faites trop de dépenses par morceau. Alors vous faites une recette. Vous comprenez? Si votre recette est de 1 million et que vous faites plusieurs dépenses qui font 1 million, c'est pas grave. Donc il peut y avoir des tensions. Peut-être que vous attendez le prochain. Vous avez par exemple deux versements, 500 000, 500 000. Arrivé à 6 mois, si vous n'avez pas l'autre 500 000, il faudra des tensions, tout en sachant que vos dépenses se limitent aux millions. Et que les tensions peuvent survenir, mais que par la suite, les recettes qui vont venir vont permettre de régler ces problèmes-là. Je pense que les tensions budgétaires, il ne faut pas essayer de justifier ça par des justifications en parlant du pétrole, en parlant du pétrole, du dollar. Mais ça existera toujours. Et d'ailleurs, cela nous ramène à un autre débat. Quand le gouvernement veut justifier les tensions budgétaires par le dollar, par le pétrole, non, ça ne fonctionne pas. Ah oui? Parce que nous avons toujours dit que si vous n'avez pas la maîtrise sur votre politique monétaire, le dollar fort ou l'euro fort, vous ne pouvez pas maîtriser cela. Pourquoi ils ne tiennent pas compte de cela dans leurs prévisions? Si eux, ils s'entêtent à dire que le franc CFA est une bonne monnaie, ils ne doivent plus nous dire, argumenter dans le sens de dire que oui, c'est le franc CFA, le dollar qui a pris de la valeur, ou bien le dollar qui a chuté, ou bien c'est le baril. Parce que le baril est corrélé au dollar. Parce que le baril de pétrole est fixé en dollars. Si le dollar est cher, la facture devient chère. Si le dollar est faible, la facture devient moins chère. Donc, il faudrait que le gouvernement ne nous dise pas ces arguments-là et prenne ses dispositions la prochaine fois en faisant les preuves. Il y a des scénarios pessimistes, des scénarios de base et des scénarios optimistes. Je pense qu'il faut jongler avec ces outils-là pour ne pas être victime de ces fluctuations. Oui, on parle de tension. Qu'en est-il du déficit? Moi, je parlerai du rythme d'endettement du Sénégal. Parce que le déficit du Sénégal, selon les statistiques, est en voie de maîtrise. Pourquoi? Parce que l'UEMOA nous fixe un maximum de 3%. Nous sommes pratiquement à 3,5, 3,6%. Je pense que dans la perspective, dans les 2 prochaines années ou dans l'année prochaine, le gouvernement, selon les chiffres, pourra tout simplement, selon les chiffres qui existent, pourra dire que le déficit est limité à 3%. Mais moi, ce que je dis, c'est le rythme d'endettement. Oui, le service de la dette. Voilà, le service de la dette. Oui. Vous savez qu'en 2018, nous avons payé presque 840 milliards. Ce qui fait 70 milliards. La dette, c'est un problème au Sénégal. Les gens ont toujours cherché à dire que ce n'est pas un problème. À chaque fois qu'on dit que la dette est un problème et que les gens refusent cela, le FMI sort pour dire effectivement, il y a un problème de dette, ou la Banque mondiale, une institution qui regarde. Parce que, au départ, ce qui a été dit avec le plan Sénégal émergent, avant que cela devienne un plan Sénégal endettement, au départ, on avait dit que on avait un plan d'action prioritaire. 9 700 milliards, 10 000 milliards, dont 60% devaient provenir du secteur privé. Mais quand un secteur privé dépense, il faut lui dire dans quel cadre il va dépenser et qui va donc être les clients de ces dépenses. Ça n'a pas été précisé dans le pays. On a dit juste que 60% provenant du secteur privé, international et national. Aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que à partir de 2014 jusqu'à maintenant, l'État a injecté pas moins de 6 000 milliards de francs CFA pour des résultats aussi médiocres. 23% de croissance cumulée en 4 ans. Ce qui fait que donc, on peut dire simplement qu'au Sénégal, le taux de productivité de l'investissement public est vraiment très faible et situé à 18%. Vous donnez à un Sénégalais à l'État 100 francs, il ne crée que 18 francs de plus. C'est très faible comme productivité. Mais pourquoi? Bon, parce qu'il y a d'autres éléments. Moi, je dis une chose. Vous, votre véhicule, quand votre véhicule n'est pas performant, son moteur n'est pas performant, vous mettez trop de carburant.
Si votre moteur est performant, mettez moins de carburant. Donc quand la productivité est faible, l'État met trop d'argent sans résultat. C'est ça qui se passe au Sénégal. C'est ce que les économistes désignent par effet Havertz-Johnson. Ce qu'on appelle les effets Havertz-Johnson, c'est-à-dire quand la productivité du travail, quand la productivité des facteurs est faible, vous injectez beaucoup d'argent pour avoir un peu de résultat. C'est-à-dire que si vous, quand je vous donne 100 francs, vous venez avec 50 francs. Si je donne 100 francs, vous revenez avec 50% de productivité. Pour avoir 1000 francs, je vous donne juste 200 francs. Donc vous venez avec, si je vous donne 100 francs, vous venez avec 150 francs. Pour avoir 100 francs de plus, je vous donne que 200 francs. Tout en sachant que vous revenez avec 100 francs. Avec 200 francs. Avec 100 francs, vous revenez avec 50 francs. Avec 200, vous revenez avec 300 francs. Maintenant, si votre productivité est à 20%, pour avoir 1000 francs, il faut que je donne 500 francs. Je ne vous donne plus 200 francs. Je dois donner 500 francs pour que vous produisez 1000 francs. C'est ça le problème de la productivité. Quand la productivité est faible, on met trop d'argent. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. On a injecté tellement d'argent pour une productivité aussi faible. On parle aussi jusqu'à présent de taux de croissance de 7%. Et même ces 7%-là, il faut encore vérifier. Je pense que donc, si votre moteur n'est pas bon, il faut regarder votre moteur. Je pense que ce sont les moteurs qui ont été choisis pour booster la croissance, qui ne sont pas les vrais moteurs. On a trop mis en avant le secteur privé international. C'est vrai que les IDE ont développé certains pays, mais ce n'est pas le cas du Sénégal. Donc aujourd'hui, on a toujours testé, depuis le plan d'ajustement structurel, depuis le plan de développement économique et financier de Senghor dans les années 70, on a toujours dit qu'il faut ouvrir. En ouvrant nos frontières, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? La disparition de Bata, du textile, de Sotiba, de toutes ces entreprises-là qui ont été, on a été ensevelis dans des investissements étrangers, on a été noyés. Et jusqu'à présent, le Sénégal ne tire pas son épingle du jeu de ce jeu de commerce international. Trump, américain, président américain, pour booster l'économie américaine à 3% de croissance en 2000, il a fait quoi? Il a fermé ses frontières, il a fait du protectionnisme. Nous, on est très imprudents avec cela. On a été vraiment trop imprudents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, nous, on est là. Il faut constater les dégâts et maintenant essayer de revoir les moteurs de la croissance pour essayer de décoller. Oui, mais vous avez parlé du service de la dette. Donc finalement, le service de la dette n'est plus sous contrôle pour vous. Le service de la dette, vraiment, ça nous étrangle. Nous sommes vraiment étranglés par le service de la dette. Regardez bien, un pays qui paye 72 milliards par mois, c'est plus que la masse salariale. C'est plus que la masse salariale que l'État paye par mois, le service de la dette au Sénégal. Et ça, personne ne peut dire que ce n'est pas un problème. L'autre problème, c'est que quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, l'endettement du Sénégal était à 38-39%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 63%. Voilà, donc l'évolution est rapide. Et de programme PPTE, il n'y en aura plus pour le Sénégal. C'est vrai qu'avec l'aggravation de la dette constatée dans la fin des années 90, à la suite de la dévaluation, les pays occidentaux s'étaient regroupés pour initier ce qu'on appelle le PPTE. Le Sénégal a été éligible en 1999 et a atteint son point d'achèvement et de décision en 2004 et 2006. Ce qui fait que 1072 milliards ont été enlevés de notre dette. La dette du Sénégal était passée en 2006 de 78% du PIB, qui enfreignait les règles de l'UEMOA, à 17% du PIB. En 2006, on a été à 17% du PIB. Aujourd'hui, nous en sommes à 61%. Comment voulez-vous, après 10 ans, vous multipliez votre dette par 4 et vous dites que le rythme d'endettement n'est pas dangereux? Je pense qu'il faudrait revoir le discours et essayer de constater. Je pense qu'un problème bien connu et à moitié résolu. Mais que dites-vous, par exemple, de ces investissements à grande échelle, quand justement de ces grands travaux, Arena? Mais là, quel regard portez-vous sur ces travaux? Le premier constat... Oui, et le train aussi. Terre. Depuis 2009, oui. Les investissements annoncés à Dakar, je ne parle pas du taux d'exécution, mais les investissements annoncés à Dakar font plus de près de 2500 milliards. Ce qui est exactement la croissance constatée au Sénégal pendant cette période. Ah oui. Donc le Sénégal n'a cru que pour Dakar. Cette macrocéphalie dont on disait que c'est le goulot d'étranglement pour le développement harmonieux du territoire sénégalais est toujours là. On a encore lancé le BRT pour Dakar, 276 milliards. Le PACASEN, je ne sais pas combien pour Dakar. Le Promoville, bon, c'est vrai que ça sort un peu de Dakar. Mais vous avez le TER, on nous a parlé de 568 milliards, par la suite 738 milliards. Et si vous prenez les intérêts de l'endettement qui sera donc nécessaire pour vous allez dépasser la barre des 1000 milliards. Vous voyez,
pour quelques kilomètres de terre dans l'agglomération de Dakar. Vous voyez que Dakar continue à être cette macrocéphale. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement lance tous ces projets-là, mais quelqu'un a alerté sur le monde en disant que tous ces projets-là ont mis au Sénégal, ont mis le Sénégal dans un sillage de faillite, de banqueroute de l'État. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu le gouvernement qui a essayé de démentir, mais par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Le FMI est sorti et que par la suite, le ministre a été obligé de reconnaître des tensions budgétaires. Vous ne pouvez pas quand même prendre un pays comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs, la réforme budget-programme est pertinente au Sénégal. Ah oui? Oui, il faut s'intéresser d'abord aux intrants, aux extrants. Il faut qu'on s'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, la cité de l'émergence, quel est le Sénégalais qui peut acquérir un appartement à 59 milliards? Il fallait le demander. À 59 millions. Quel est le Sénégalais qui peut acquérir? Quel est le nombre de Sénégalais? Ces logements-là, ces villes-là, ont été construits selon un rythme qui n'est pas adapté à la réalité du pays. Ce qui fait que donc les moyens du pays ont été éparpillés dans une multitude de programmes et que les Sénégalais continuent de crier pour dire que vraiment ils ne voient rien du tout. Je pense que donc il faut passer à cette logique de la performance de la dépense publique. Et la performance est arrimée à donc la satisfaction d'un objectif bien ciblé. Il faut donc auditionner les auscultations populaires là. Il faut que les populations disent ce dont ils ont besoin. Même pour l'autoroute et la Touba, c'était la même chose. Les populations s'étaient dit, est-ce qu'il ne fallait pas agrandir la route et prendre l'argent supplémentaire pour financer le chemin de fer, pour financer autre chose. Je pense que donc ce sont ces arbitrages-là, ce calcul économique-là qui est absent dans l'action du régime, qui fait des efforts, il faut le reconnaître. Et vous parcourez de plus en plus l'autoroute à péage, il est question justement de la baisse du prix, justement du transport au niveau de l'autoroute à péage, mais là aussi c'est également un gros problème, le péage. Oui, le péage, parce que moi je n'ai pas compris une chose. Oui. Pourquoi ils l'ont appelé BOT? Build, Operate and Transfer. Build, Operate and Transfer, c'est que c'est build. C'est l'opérateur privé qui finance l'entière somme, la totalité de la somme nécessaire pour l'ouvrage. C'est comme ça que c'est build, c'est lui qui construit avec ses moyens. Mais vous avez une autoroute qui coûte 386 milliards. L'État a fourni les 325 milliards. Eiffage n'a fourni que les 61 milliards. Et maintenant vous l'appelez BOT. Non. Dans le jargon américain, c'est ce qu'on appelle les contrats de DBO. Design, Build and Operate. Et dans ce cas-là, c'est l'État qui apporte la majeure partie des moyens, comme cela s'est passé avec l'autoroute à péage. Et dans ce cas-là, également, la durée d'exploitation pour l'opérateur, comme il n'a pas fourni les financements, était plus faible. Ça ne doit pas dépasser 20 ans. Là, on est à 30 ans. Et que le prix également est plus faible parce que l'opérateur n'a pas fourni les moyens. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était un contrat BOT. Le tarif est très salé. Ce que nous avons dit, c'est que vraiment, avec ce tarif-là, au bout de 30 ans, l'opérateur aura vraiment gagné toute la cagnotte, une cagnotte incommensurable, faramineuse cagnotte. Il fallait donc savoir reconnaître l'erreur qu'il y avait des marges supplémentaires de renégociation des tarifs que l'État n'a pas fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de baisse de tarifs, l'État a dû donc taper sur la table. C'est une très bonne chose. Mais il faut faire attention aussi. C'est une autoroute qui est l'unique entrée à Dakar pour le moment. Si vous baissez trop le tarif, ça peut créer des congestions, ça peut créer ce qu'on appelle des externalités négatives d'encombrement. Des externalités d'encombrement parce que tout le monde peut se rier sur le truc parce que c'est moins cher et ça va créer des effets négatifs sur la satisfaction du consommateur. Je pense qu'il faut que le gouvernement, au lieu de baisser le tarif, renégocie sa part dans l'ensemble de ses recettes et mobilise cet argent-là pour satisfaire les populations dans d'autres secteurs. Pourquoi pas aller injecter cet argent-là dans le chemin de fer, comme le président l'a annoncé, la réhabilitation du chemin de fer, qui fait partie d'ailleurs des propositions. Parce que quand vous regardez les fils, notamment le soir, vous posez des questions sur justement la masse d'argent qui va être rapportée par Eiffage finalement. Bien sûr. Le Sénégal est grand perdant. On a mal négocié le type de contrat. Quand vous faites le pointage, vous vous rendez compte, mais finalement, le Sénégal sort vraiment perdant dans cette opération. Non, c'est l'autoroute la plus rentable en termes de... Parce que l'opérateur privé a injecté 61 milliards pour une autoroute quand même financée par l'argent public. Comment le Sénégalais a doublement payé
non seulement il a payé avec son argent public pour l'ouvrage, mais il paye un tarif. C'est ça qui est injuste. Et donc la correction, comme je l'ai dit, pourrait passer par la baisse des tarifs, mais ce serait risqué. Il faudrait imaginer d'autres mécanismes pour que tout simplement cette autoroute-là puisse servir les Sénégalais de manière optimale. Oui, alors un autre dossier, c'est justement le contrat d'affermage de l'eau. SDE Veolia conteste justement l'attribution du contrat au groupe français Suez. Aux dernières nouvelles, l'ANP justement a cassé le contrat pour justement examiner de plus près et projeter justement la décision à prendre dans les prochains jours ou dans les prochains mois. De ce point de vue, quel regard portez-vous justement sur ce contrat polémique? C'est un contrat de partenariat public-privé. Le Sénégal était en contrat avec la SDE, qui était gérée d'abord par la SOR, le groupe Bouygues, et par la suite racheté par AXA. Je pense qu'il y avait une alliance avec AXA qui était intéressée, AXA Assurance. Voilà, ils ont été impliqués dans cela, je pense. Mais c'est un contrat de partenariat public-privé. Généralement, les contrats de partenariat public-privé sont de plusieurs formes. Vous avez ce qu'on appelle les BOT, par exemple. Quand il faut construire un ouvrage, une autoroute, une infrastructure, un ouvrage où les gens payent. Mais si ça concerne une entreprise publique, il y a trois formules fondamentalement. La formule de la concession privée, où l'État donne l'entreprise à un opérateur privé qui l'exploite en étant responsable des investissements, des renouvellements, de la gestion à des risques et périls. Là, l'État ne fournit aucun moyen dans un contrat de concession privée. C'est d'ailleurs ce type de concession-là qui avait été retenu pour la privatisation de la Sénélec en 1998 avec le consortium Hélio-Québec. C'était une concession privée. On leur dit, voilà l'entreprise, vous l'exploitez, vous tarifez, vous encaissez votre argent, vous calculez vos bénéfices et vous gérez ça à vos risques et périls. Il y a les contrats de délégation de gestion. Là, l'État va chercher une équipe d'experts, de managers qui ont fait de preuves. Par exemple, l'État pourrait dire à la Sonatel, c'est pourquoi pas, faites-nous une délégation de gestion qui va venir gérer la SDE. Ça reste une entreprise publique, mais on vous donne les capacités, on signe un contrat avec vous, vous gérez ça. Ça sont les délégations de gestion qui existent dans certains pays d'Amérique latine. Vous avez également les contrats d'affermage. Les contrats d'affermage sont avec les contrats de concession, les contrats préférables. Généralement qu'on préfère. En Afrique, la concession privée est meilleure parce qu'elle désengage l'État d'investir. Alors que l'affermage, il y a deux sociétés. Une société d'exploitation, c'était la SDE, qui exploite, et une société de patrimoine qui gère les infrastructures et qui fait le renouvellement. Donc là, la SONES. Donc là, l'État est responsable des renouvellements, des investissements. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y avait, si le contrat n'est pas clair, regardez ce qui s'est passé avec la distribution d'eau à Dakar. On a dit qui est responsable. Est-ce que c'est la SDE, est-ce que c'est la SONES? Donc c'est pourquoi dans ces contrats-là, il faut que les clauses soient très claires. Il faut que tout soit discuté. Ce que font les Américains. Vous savez que les Américains, quand ils signent des contrats comme ça, ils viennent avec des économistes, des juristes, des avocats, des sociologues, un pool d'individus qui est là pour vérifier tout pour voir toutes les questions sont avant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une fois où un groupe, il y avait la compagnie ivoirienne d'électricité, qui était donc une société de patrimoine pour l'État. Il y avait un groupe qui avait pris feu. Et le partenaire à l'époque avait dit que non, c'est à l'État de renouveler. L'État a dit non, c'est vous qui exploitiez et que c'est là que le groupe a pris feu. Nous ne payons rien. Et ceci a créé des blocages. Ce sont des contrats qui sont très profitables, mais l'État doit être là pour tout simplement apporter des investissements. C'est pourquoi généralement c'est le contrat de concession qui est préféré. Mais dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle les enchères qu'on organise d'attribution. Il y a trois phases. Ce qu'on appelle les phases de présélection, les phases de sélection et une phase d'attribution. Présélection, on va dire, on va ouvrir à beaucoup d'entreprises, on fixe un minimum de spécifications techniques. Il faut avoir été 100 ans d'expérience sur l'eau, avoir une capacité financière supérieure à temps. Mais là, dans le cas d'espèce, c'est contesté. Voilà. Parce que peut-être à tort ou à raison. Et contesté. À tort ou à raison. Généralement, on les connaissait dans les infrastructures, dans d'autres choses. Il y a des gens qui ont fait l'eau plus longtemps que Suez. Peut-être que le gouvernement s'est basé, parce que généralement, vous savez, on se base sur quoi dans ces attributions-là? Le gouvernement finit par dire, dans ce qu'on appelle les franchise bidding, les enchères d'attribution, le gouvernement finit par dire,
D'accord, nous sommes d'accord. Vous avez la capacité. Nous, on est là. On va gérer la société de patrimoine. Nous allons faire les renouvellements. Nous allons faire tout ce que nous devons faire. Mais vous, à votre niveau, vous devez faire preuve de gestion. Vous devez faire preuve de technique managériale. Vous, qu'est-ce que vous devez facturer au consommateur final? C'est sous pli fermé. Si Veolia dit nous facturons le mètre cube à 300 francs, alors que les autres ont dit 400 francs. Ah oui, ils sont élevés. Oui, mais là, dans ce cas d'espèce, c'est SDE qui a fourni le moins 10 ans. Donc voilà, c'est pourquoi l'ARMP a demandé d'analyser tout cela pour sortir une décision. Moi, je fais confiance à l'ARMP. Pourquoi? Parce que je vois que ça nous sert beaucoup à l'université, l'ARMP. Ah oui? Oui, c'est une institution qui met en ligne beaucoup de choses. On sait quand même au niveau justement des universités avec oui, les restaurants et tout ça, beaucoup de marchés ont été cassés. Voilà. Oui, ça vous sert apparemment, oui. Oui, c'est une institution qui tant bien que mal à discipliner les gens, à sortir des rapports, à fixer des règles. Maintenant, il y a toujours des carences et des anomalies qu'il faut corriger. Nous leur faisons confiance pour analyser de près ce contrat Veolia, SDE, ainsi de suite, et de nous sortir quelque chose qu'on pourra analyser. Parce que c'est des experts, c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont là, ils connaissent ce qu'ils font. Bon, nous leur faisons confiance. Nous ne pouvons pas empiéter en tant qu'université dans cela, tant qu'un jugement n'aura été pris. Un jugement définitif. Voilà, définitif. Oui, de ce point de vue, et pour rappeler que vous suivez Objection avec notre invité Mounir Ndiaye, il est enseignant-chercheur à l'université de Thiès. Monsieur Ndiaye, la question du bilan à 3 mois, jour pour jour, justement de la prochaine présidentielle. Le président Macky Sall a décliné le PSE comme instrument économique sur lequel repose la politique économique du pays. Dites-nous, à 3 mois de la présidentielle, s'il vous revenez justement de tirer un bilan, une évaluation exhaustive du bilan économique de Macky Sall, que retenir? D'abord, il faut dire que nous avons perdu du temps. Pour vous dire qu'en matière économique, il y a 2 instruments. L'arbitrage et le calcul. Au départ, on nous avait parlé de Yonou Yokote. On a fait 1 an. On nous a parlé de stratégie nationale de développement économique et social. On circule avec cela. Entre-temps, on nous avait sorti un visa pour l'entrée du Sénégal, sans calcul, sur le tourisme. Incidence, on a retiré le visa. En 2014, on revient avec un PSE. Malheureusement, le PSE est un plan comme les autres plans. D'abord, la démarche pour ficeler le PSE a été décrite. Pourquoi des cabinets étrangers? Pourquoi des étrangers pour faire un programme alors que l'ajustement structurel a été fait sur la base d'experts étrangers qui n'a pas pour de résultats? Est-ce qu'il ne fallait pas? Parce que d'ailleurs, le CREA, le Centre de recherche en économie appliquée de Dakar, a eu à piloter de manière très positive beaucoup d'aspects liés à la stratégie de réduction de la pauvreté au Sénégal. Et ça a beaucoup marché à l'échelle du pays. Le DRSP, c'est avec le CREA, c'était avec le CRES du professeur Abdoulaye Diagne. Et beaucoup de ces projets-là avaient des résultats conséquents. Et il a fallu, mais ça c'était tirer les leçons des plans d'ajustement structurel qui avaient été ficelés par des gens qui ne connaissaient pas le Sénégal. Les Polacks et Robichek là, c'est des Tchèques et des Américains, on ne les connaît pas. Donc aujourd'hui on revient maintenant avec un plan ficelé. C'est pourquoi moi, c'est pas moi qui fustige le PSE. Feu Samir Amin avait une fois dit, il était là, voilà, à objection. Il avait dit que vraiment c'était sur la fumée le professeur Moustapha Kassé avait vraiment relevé le manque d'ambition terrible de ce plan-là. Il y avait le professeur Alun Sall qui gère les futurs africains en Afrique du Sud qui avait dit on ne peut pas l'émergence dans une région temporelle, travailler et c'est fait des résultats, on ne peut pas nous mettre dans un carcan temporel, ça ne vaut pas la peine. Il y avait beaucoup de Sénégalais qui avaient, donc c'était pas moi je l'ai fait dans mon livre là, économie du Sénégal revient en transversal, que répertorier l'ensemble des critiques et les analyser pour dire que vraiment ils avaient un peu raison quand même s'ils n'ont pas raison. Si les gens considèrent qu'ils n'ont pas raison, moi je considère qu'on peut leur donner raison. Donc ceci a caractérisé donc la phase de planification. Le PSE s'est révélé être une compilation de projets, 27 projets avec des milliers de milliards de résultats mesurés. Maintenant aujourd'hui pour faire le bilan, il faut voir l'ensemble de ces investissements, l'ensemble de ces projets-là profitent les Sénégalais à quelle hauteur? Parce que le Sénégal aux Sénégalais, ce n'est pas une question de racisme. Jean-Marie Le Pen avait dit la France aux Français. D'abord. Il sait pourquoi il le dit.
Moi, je dis le Sénégal d'abord aux Sénégalais. Mais ce n'est pas une question de xénophobie ni de racisme. C'est une question de voir pourquoi les Sénégalais ne voient pas les incidences de la croissance dont ils entendent parler chaque jour. C'est parce que l'économie est extravertie. Le PSE, c'est une compilation de 27 projets qui est largement destiné aux multinationales étrangères. L'aéroport de Ndiass a été d'abord confié à Saoudi Bin Laden Group qui nous a tués avec des avenants. Ça n'en peut finir. Hein, oui. Après, on a pris les Turcs. L'autoroute à péage a été réalisée par Eiffage. La cité de l'émergence est fabriquée par les Mali, par les Marocains. La plupart des projets, comme la gare agroporteur, le Dakar Arena, tout ça là a été fabriqué, a été construit par les Turcs. Je ne vois pas aujourd'hui quel est l'opérateur sénégalais. Je l'ai souvent dit que quand on parle d'émergence, l'émergence, selon les manuels d'économie, c'est quand un pays a atteint un niveau significatif de présence sur le plan international. C'est-à-dire, quand un pays atteint un niveau tellement important d'exportation et d'importation, que s'il arrêtait d'exporter un produit, le monde entier allait le ressentir. On va dire que ce pays-là vraiment a commencé à émerger. Aujourd'hui, quand vous prenez le Brésil, si le Brésil arrête de manger du soja ou de la canne à sucre, le monde entier le sentirait. C'est pourquoi d'ailleurs je salue l'initiative de Macky Sall de faire du Sénégal un pays quand même exportateur d'énergie. Parce que sous la sous-région, nous sommes présents maintenant sur le plan énergétique. Le Sénégal est en train d'installer des capacités énergétiques qui vont faire mener la production à 1927 MW d'ici 2020. Alors que la consommation, selon les calculs, n'atteindra pas 1600. Donc le Sénégal aura plus de 300 MW à exporter vers la Guinée-Bissau, vers la Gambie. Ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, le PRACAS. Faire de l'autosuffisance en riz et en oignon un objectif à court terme, c'était une bonne parade. C'était, dites-vous, est-ce que les objectifs ont été atteints? Voilà. Bon, les objectifs ne sont pas atteints. Parce que moi, je ne peux pas concevoir, vous dire que l'agriculture est le secteur prioritaire dans votre pays, alors que c'est 8% du budget de l'État qui est consacré à l'agriculture. C'est pas sérieux, ça. Bon, moi, je dis que c'est au gouvernement de régler ce problème-là, mais c'était une très bonne initiative, un très bon slogan qui a été entretenu par le ministère. Le ministère s'est débattu. C'est pas eux qui décident peut-être du montant qui leur sont alloués, mais qui leur est alloué, mais je pense qu'il y avait l'engouement qui était là pour faire du Sénégal un pays significatif sur le plan des exportations de riz, des exportations d'oignons. Sur les fruits et légumes, la direction de l'horticulture a publié des chiffres, la DAPSA, des chiffres qui montrent que le Sénégal est en train de faire des résultats sur le plan de l'exportation des fruits et légumes. Mais il faudrait quand même gérer cette significativité-là. Et la plus grande anomalie du PSE, c'est l'absence du secteur privé local dans les nombreux projets concernant des centaines de milliards qui ne les concernent pas. Et ça, c'est une anomalie de taille, parce que pour rendre la croissance inclusive, il faut que des Sénégalais quand même qui produisent au Sénégal, qui resteront au Sénégal. Parce que, regardez bien, Elio Hydro-Québec, ils sont où maintenant? Ils sont partis. Est-ce qu'un autre Sénégalais aurait parti? Il aurait négocié avec l'État pour rester. Mais ils sont partis, ils sont dans l'Océan. Tigo, où est Millicom International? Ils ont vendu, ils sont partis. Et même, on avait l'occasion avec Tigo d'engager maintenant un opérateur sénégalais, Kabirumbo, qui était intéressé. On a trouvé les moyens de donner à, je sais pas, NJS, SFR France. Donc, c'est ça, la principale anomalie du plan Sénégal émergent. C'est l'absence de force sénégalaise, l'absence d'une prééminence sénégalaise dans cette d'une mainmise sénégalaise vraiment dans l'économie. Et ceci est une anomalie de taille qui peut coûter beaucoup de problèmes. Et ça commence d'ailleurs parce que on nous parle de parc industriel à Diamniadio. C'est vrai qu'il y a Siwakad qui est là-bas, qui fait des puces, il y a des entreprises, mais ça c'est des multinationales. On leur a fait des facilités fiscales, on leur a facilité le terrain qu'ils ont acquis. Je ne pense pas si on avait fait ça pour un Sénégalais, il n'allait pas faire les mêmes. Oui, mais justement ça traduit quoi? Une mauvaise vision sur le plan politique, justement, ou quoi? Ça traduit quoi? Bon, ça traduit juste une chose, c'est que non seulement il y a un problème de vision à la base, mais il y a un problème de volonté de gouverner, de bien gouverner. Un problème de volonté de bien gouverner. De volonté politique. Voilà, parce que pour moi,
le Sénégal regorge de talent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis un Ndongo Dara. Moi, je ne veux pas apparaître comme le Sénégalais qui va crier pour que demain on lui donne un morceau et qu'il se taise. C'est ce que les Sénégalais disent à chaque fois. Oui, ils crient, mais après on va le donner. Non, nous sommes des Ndongo Dara. Nous nous contentons du minimum. Nous nous contentons du minimum. C'est-à-dire, nous pouvons nous passer. Parce que Motatek Mboro, il disait que ñaar ñoo am ci àdduna ki ngoram jaral ak ki teraanga jaral ñun nag suñu ngor moo ñu jaral ba lu ñu waree wax dëgg on va dire la vérité. Donc si Macky Sall ne nous nomme pas parce qu'on dit la vérité, on sera fier, on serait fier d'avoir dit la vérité et de rester dans le camp de la vérité. Il faut dire à ces gouvernants la vérité. On ne peut pas jouer avec 15 millions d'habitants. On vous nomme directeur de quelque part, vous passez tout votre temps à faire de la politique. Vous ne pouvez pas réaliser quoi que ce soit. Le plan de Macky Sall peut être bien, mais il faut des gens pour l'exécuter. Il faut séparer la politique des activités sérieuses de gouvernance de notre économie. Il y a trop de politiciens. Les gens sont là, ils sont dans les parrainages. Comment ils peuvent travailler correctement pour leur population? On vous confie un ministère, on vous confie une direction. C'est pourquoi j'ai dit, il nous faudrait aujourd'hui intégrer nos valeurs spirituelles et religieuses. Il faut que les gens sachent que le matériel c'est bon, mais le matériel ça ne représente que 0, quelque chose % de la réalité de l'homme. Il y a une réalité beaucoup plus importante qui est là. C'est des institutions spirituelles qui sont là qu'il faudrait sauvegarder. Donc il faudrait passer à cela. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les pays qui ont calculé un peu Dieu dans ce qu'ils faisaient étaient les pays qui avaient plus de résultats. Parce qu'il faut qu'on mette le bon Dieu, qu'on le met en avant dans ce que nous faisons. Le matériel c'est bon, mais je pense que la vie n'en vaut pas la peine. La vie qu'on va vivre, cette vie éphémère-là, ne vaut pas ce que tous ces gens-là sont en train de faire pour se maintenir au pouvoir ou pour rester. Alors, venons-en à la bonne gouvernance. Justement, avec les ressources pétrolières et gazières, beaucoup de débats autour, justement, pour retenir quoi, en définitive? Bon, la bonne gouvernance, c'est un problème. La bonne gouvernance, c'est un problème. Parce que on ne peut pas bien gouverner un pays alors que dès qu'on arrive au pouvoir, on passe au second mandat. On a vu le président Macky Sall en 2014 dire que quiconque perd sa circonscription au niveau des municipales sera tout simplement limogé ou bien ils étaient menacés. Tout le monde est parti faire de la politique. Donc la malgouvernance naît de cela. Parce que vous ne pouvez pas gérer un pays à problème comme le Sénégal et vouloir faire à côté de la politique et gérer les gens de manière libre, et gérer les gens de manière équitable. Parce que quand vous avez des militants que vous devez prendre en charge, vous ne les prendrez jamais sur le pied d'égalité avec les autres. C'est ce qui crée les problèmes de malgouvernance, que les Sénégalais disent oui, moi je ne suis pas de l'APR, mais je ne peux pas atteindre à la DER. Quelqu'un te dira je ne peux pas atteindre les financements. Mais c'est parce que ces gens-là font de la politique et sont obligés d'entretenir une clientèle politique. Tant qu'on n'aura pas arrêté cela, il n'y aura pas de bonne gouvernance. Il faudrait qu'il y ait un président qui se dise moi je m'en fiche d'un second mandat, je vais essayer de mettre le Sénégal sur les rails. Et je vous le jure que s'il le fait, aujourd'hui, pourquoi les Américains pensent que Barack Obama est un bon président? Ils disent que même s'il avait besoin d'un troisième mandat, si la Constitution le permettait, il aurait dû obtenir un troisième mandat. Aujourd'hui, il y a des présidents en Afrique qu'on demande de revenir. Parce que c'est des gens qui étaient là et qui ont géré le minimum. Donc, pour mieux convaincre les populations, je pense qu'il faut semer la graine du résultat. Il faut essayer de faire des résultats. C'est plus facile que ce qu'ils font là. Ce qu'ils font, c'est très difficile. Oui, venons-en toujours justement au pétrole et au gaz. On en parle, le débat est en cours. Justement, de ce point de vue, on a justement attribué des licences et tout ça. On dit oui, mais parce que le Sénégal n'a même pas encore exploité. Pourquoi tout ce débat? Pourquoi tout ce bruit? Bon, je pense que le pétrole, ça prend feu hein, quand vous mettez une étincelle là. Il faut que les gens fassent attention avec cela. Le pétrole, le Sénégal est en forage. Le Sénégal est en train de mettre tout en œuvre pour que d'ici 2021, que les premiers barils soient vendus. Pour le moment, il y a eu des querelles politiciennes sur les contrats. Macky a signé. Bon, tout ça, ça sera clair. Macky Sall n'est pas éternel. Nous lui souhaitons d'avoir une très longue vie. Nous ne sommes pas opposés à ce qu'il ait un second mandat, mais nous voulons juste l'appeler à ajuster les choses. Parce que c'est ça la voie la plus facile. Parce que ça, c'est un engrenage qui va le mener vers quelque part. Lui-même, c'est incertain pour lui. Je pense que donc, il faudrait que les gens s'arrêtent sur le pétrole. Le pétrole est en train de venir. Maintenant, le gouvernement a décliné un canevas de répartition. C'est ce que je dis. Mais le problème, c'était en amont d'abord. Oui, en amont. Bon, oui. J'ai entendu notre ami
contacter Ousmane Sonko, parler de renégociation, parler de nationalisation. Je pense que tout ce qu'il a dit dans son livre, on peut être en phase avec lui. Parce que le discours qui va gouverner le Sénégal pour le redresser, c'est pas un discours qui sera vraiment un discours doux. Ce sera un discours comme celui de Ousmane Sonko qui va régler les problèmes du Sénégal. Il faut le dire la vérité. C'est un discours dur qui va régler les problèmes du Sénégal. Donc, sur tout le discours, il a les Thomas Sankara, les Mandela, tout ça avec ces discours-là. Parce que le niveau des problèmes du Sénégal justifie qu'il y ait un discours rigoureux, un discours vraiment solide pour pouvoir dire aux Sénégalais, voilà ce que nous allons faire. Maintenant, il ne faut pas que les multinationales, ceux qui travaillent avec nous, la coopération, elle est inéluctable, pensent que le prochain régime qui va arriver va les frapper et de suite. C'est une coopération. Dans le pétrole, il y a des choses que le Sénégal ne pourra jamais faire. Et ces gens-là le font en mettant leurs capitaux. Il faudrait que donc tout cela soit vu. Et ce qui est normal pour eux, ils vont gagner cela. Ça, personne ne pourra rien du tout. Et il ne faut pas aussi que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous avons voté pour ceux-là qui ont négocié ces contrats-là. Nous avons voté pour eux. C'est comme la licence de Tigo. La licence de Tigo, vous savez, a été vendue à combien en 1999 ? En 50 millions de francs CFA. Pendant la même période, le Kenya a vendu une licence à 48 milliards de francs CFA. La Tunisie a vendu à 94 millions de dollars. Le Cameroun a vendu à 98 millions de dollars. Le Sénégal a 50 millions de francs CFA. Là où les autres pays ont vendu à 50 milliards, 48 milliards, 44 milliards, le Sénégal avait vendu à 50 millions. C'est pourquoi Abdoulaye Wade avait confisqué la licence en 2001 pour leur demander 100 milliards. Ce qui a atterri donc avec les plaintes là au niveau du centre international de défense lié à l'investissement au CERDI. Et qui a fait que par la suite, quand Macky est arrivé en 2013, le problème a été débloqué. Mais comment pouvez-vous justifier dans un pays qui se respecte un contrat, une licence qui a été achetée à 50 millions de francs CFA et qui a été vendue à 80 milliards 17 ans après? Mais ça, c'est pas, je ne peux pas me dire, le gas diamant là, ça il ne peut pas espérer mieux ailleurs. C'est pourquoi donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est nous qui avons voté pour ceux-là qui ont négocié ces contrats-là. Quand on va arriver au pouvoir, quand d'autres arriveront au pouvoir, ils ne pourront que coller les morceaux, ils ne pourront que vraiment essayer de voir les choses et éviter les mots renégociation, éviter les mots nationalisation, et essayer de savoir que la coopération est une partie intégrante de notre existence en tant qu'économie. Mais d'égal à égal. Voilà, et d'égal à égal, mais il faut ajuster. La coopération, elle est très négative. Sa configuration actuelle mérite quand même beaucoup de remodelage, beaucoup de refaçonnage pour que le Sénégal puisse y tirer son épingle. Alors, une dernière question. On a parlé aussi lors de Fallait, mais justement, beaucoup de candidats ont écrit au président de la République de ne pas signer en attendant que les choses soient claires. Mais de ce point de vue, est-ce que le problème du Sénégal, c'est un problème de bonne gouvernance? À ce niveau précis, où mettre l'accent? Le pouvoir repose sur 3 piliers. Arche. À la arche, la c'est la aziz, la puissance. C'est la adl, la justice. C'est le alim, le savoir. Le ra, c'est le razak, les biens, les matériels. Le ra également, c'est le raqib, c'est la bienveillance. C'est le raouf, la compassion. Le sha, c'est le shakour, la reconnaissance. C'est le shahid, le renseignement. Donc, tous ces piliers-là, il ne faut pas les jeter. Et c'est ce qui semble se passer. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui joue sur 2 piliers. La puissance et l'argent, al-razaq. Il y a al-alim, le savoir. Il faut que pour chaque chose, qu'on appelle les gens qui le savent. Vous parlez de fer, vous parlez de pétrole. Il y a des Sénégalais experts en cela. Lillahi wa rasulihi. Qu'on les amène, qu'on les implique. Ce n'est pas une question de politique politicienne. Qu'on fasse comme les Américains, qu'on implique les gens, qu'on les invite. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont spécialistes des mines, spécialistes de... Il faut, le gouvernement a les renseignements, il peut les connaître et les inviter. Vous ne pouvez pas payer 2 milliards et poussières pour un cabinet international pour faire un plan et ne pas payer 10 millions à un Sénégalais qui vient réfléchir, ou bien 3 millions, réfléchir pour son pays sur le pétrole. Je pense qu'il faudrait que donc le savoir puisse être un instrument de gouvernance dans notre pays et non le clientélisme et le favoritisme des gens qui sont à côté. Celui Cheikh Ahmed Tidiane Sy avait dit un jour que man li ma am lay duggee marché moo yàq àdduna bi boo amul lu mat bul dem marché. Si tu n'as pas un parti qui a les compétences nécessaires
faut pas essayer de prendre le pouvoir. Ou bien, si tu prends le pouvoir, fais les efforts nécessaires pour trouver les bonnes personnes et les nommer dans les postes de responsabilité. Oui, alors, le 24 février, jour pour jour, le débat, il sera économique ou ne le sera pas? Non. Économique ou ne le sera pas. Ça, c'est moi qui le dis. Il faudrait que le débat économique soit posé en profondeur. Nous parlons de pétrole, nous parlons de perspectives, nous parlons de ressources anticipatoires. Regardez bien les perspectives liées à la sécurité, les perspectives liées au terrorisme. Quels sont les fonds anticipatoires qu'il nous faudrait avoir? Le pétrole doit servir à faire ce qu'on appelle des réserves anticipatoires pour non seulement prendre en compte les générations futures, mais également s'occuper des alliés qui risquent de s'abattre sur nous. Je pense que ça aussi, c'est une question économique. L'économie, c'est une science qui s'occupe de la création des richesses et de leur répartition la plus optimale possible. Et donc c'est ça la question fondamentale. Aujourd'hui tout le monde dit qu'il y a une croissance, mais une partie part à l'étranger. Ce sont les modus qui nous aident. Regardez bien, les envois des immigrés c'est 11% du PIB. Si ce n'était pas cela, on aurait été au Sénégal. Le Sénégal serait un pays vraiment où les gens vont mourir de faim. Mais donc, c'est une question économique. On crée des richesses dans le pays, on a des potentialités. Ces potentialités-là sont comment exploitées? Comment? Et ça profite à qui? Voilà la question fondamentale qu'il faut poser pour réussir donc la perspective. Le chômage déjà. Oh, le chômage. On fait du chômage, on fait de la création d'emplois un objectif. La création d'emplois n'est pas un objectif, parce qu'un objectif peut être atteint ou pas. La création d'emplois au Sénégal est une contrainte. Ce n'est pas un objectif. C'est une contrainte. Les objectifs, ce sont les objectifs qu'il faut fixer dans l'adoption du budget programme. Fixer des objectifs, mettre l'accent sur la performance de la dépense publique et non sur les intrants. J'ai de l'argent, je dépense. À la fin de l'année, on organise des séminaires pour dépenser tout. Non. Il y a ce qu'on appelle le budget à base zéro qui est maintenant adopté dans les finances publiques. C'est-à-dire les services votés n'existent plus. On refond tout. Et l'Assemblée nationale, maintenant, l'Assemblée nationale a la vision sur toutes les ressources qui sont dépensées dans le pays. Il faut passer à cette réforme-là, mettre l'accent sur les indicateurs, mettre l'accent sur les objectifs, mettre l'accent sur la performance des dépenses publiques et les résultats vont gagner très rapidement. Et l'industrialisation? Bon, l'industrialisation, ça viendra progressivement au fur et à mesure que le gouvernement va ajuster son action. Parce que moi, je vois même une contradiction par rapport à ce qui est décliné. Aujourd'hui, il y a l'Agence nationale d'aménagement du territoire qui se débat pour ficeler ce qu'on appelle un plan national d'aménagement et de développement territorial. Et dans ce plan-là, ce qui est retenu, c'est de créer ce qu'on appelle des pôles industriels et artisanaux. Des pôles industriels et artisanaux à l'échelle du pays. Par exemple, il y a une phase expérimentale qui a concerné ce qu'on appelle la Ziar de Touba, la zone qui repose sur l'exportation du cuir, parce que là-bas c'est le cuir avec les moutons de Tabaski, les moutons pour les vaches, pour le magal, et ainsi de suite. On a également parlé de la zone qui va être créée à Ziguinchor des fruits et légumes, ainsi de suite, à Louga autour de l'élevage, ainsi de suite. Donc c'est cette logique-là qu'il faut poursuivre et donner la clé aux Sénégalais et non construire des parcs industriels comme ce qui a été fait pour la Solida et donner à des étrangers. Je pense qu'il faudrait donc, peut-être moi je crois plus à ce programme-là qui est en train d'être facilité par l'Agence nationale d'aménagement du territoire qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de faire qui éparpille les moyens du pays et qui nous bascule tout droit vers la banqueroute financière au niveau un secteur privé fort. Mais c'est ce qui nous manque. La principale anomalie du PSE, c'est l'absence du secteur privé local. Aujourd'hui, ils ont créé le club des investisseurs sénégalais. Il y a le MEDES, il y a le CNP, il y a la CNES, la confédération qui est là. Il faut que le gouvernement crée les synergies nécessaires aujourd'hui pour que ce secteur privé-là ait sa place dans l'économie. Aujourd'hui, quel est le Sénégalais milliardaire qui peut avoir sa flotte d'avions? Chaque milliardaire sénégalais, le plus milliardaire sénégalais, il achète un avion, il a son argent qui est fini. Vous partez en Afrique du Sud, là on parle d'émergence au Nigeria. Vous voyez un seul Nigérian qui peut avoir une flotte, une compagnie aérienne à lui tout seul. C'est ça un secteur privé, des gens puissants qui portent le chômage, qui supportent le chômage, qui permettent de créer des emplois. Mais pas des étrangers qui viennent ramasser nos produits, ramasser notre valeur ajoutée et l'amener chez eux. Je pense que c'est ça le vrai raisonnement qu'il faut poser et c'est ça qu'il faut faire pour redresser l'économie du Sénégal. Donner au secteur privé sa place. Parce que le Sénégalais, c'est lui qui investit, qui reste là, qui crée des emplois durables. Un étranger peut toujours prendre cette bagage et dire que je ne suis pas content, je repars. Donc, bâtir une économie inclusive, c'est tout simplement se reposer sur son secteur privé local, sur ses forces vives
et sur ses potentialités internes. Je pense que c'est comme ça qu'on va introvertir l'économie sénégalaise qui dans les 5, 6 années pourra changer de face et qu'on aurait vu on va entrevoir les petites prémices d'une émergence peut-être de l'émergence. Finalement, la vision économique de Macky Sall n'a pas prospéré. Non, pour le moment, ça ne prend pas. Pour moi, ça c'est mon point de vue. Ça ne prend pas. Il n'y a pas de lecture, on ne peut rien lire. Il y a beaucoup d'injustice. Justice en tant que telle, et c'est une injustice sociale, on crée des bourses sociales, tout le monde n'en a pas accès, on crée des programmes, on les confie à des gens, bon, on ne peut pas avoir. Bon, aujourd'hui, dès que vous commencez à analyser le Sénégal, on vous sort un nouveau programme. On dit qu'on va mettre tant de milliards. Cet argent-là provient d'où? On avait déjà fait les conseils des ministres décentralisés, on avait annoncé des départs, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas. C'est pas facile de lire son action économique et c'est regrettable. C'est regrettable, c'est le mot de la fin. Ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Il était notre invité, Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université de Thiès. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Notre invité, Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université de Thiès. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Notre invité, Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université de Thiès. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Notre invité, Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université de Thiès. Merci encore une fois.